Sur 30 millions de logements en France, 8 millions sont des copropriétés. Près de 30% des copropriétés comptent moins de 10 logements et 70% ont moins de 30 logements. Selon un sondage Ipsos réalisé en janvier 2015, l'accession à la propriété est la première des priorités en matière de logement pour les Français. Conjoncture oblige, la majeure partie des primo-accédants achètent en copropriété. Ignorants ou peu informés, face à l'augmentation des charges, la gestion de leurs biens peut rapidement passer du rêve au cauchemar. Conséquence ou phénomène de société, les copropriétaires délaissent les grands groupes pour se tourner vers les petits cabinets de proximité. Dans ce premier numéro de la boîte à questions, nous avons le plaisir de recevoir un personnage dont la réputation de franc-parler n'est plus à faire, un syndic, qui réussit l'exploit de faire l'unanimité de ses copropriétaires alors que le dernier sondage des stats immobilières donne 87% des Français insatisfaits de leur syndic de copropriété. Philippe Albault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du cabinet Abado Immobilier et vous êtes dans votre région le fer de lance de la gestion ouverte et participative. Pour ne rien vous cacher, nous avons mené notre petite enquête et avons découvert de la part des copropriétaires que vous gérez, comme de la part de vos confrères, un facteur sympathie intact. Tout le monde semble vous apprécier. Comment l'expliquez-vous ? Peut-être parce que nous sommes proches des gens, que nous ne nous racontons pas d'histoire, que nous évitons d'en raconter aux autres, ou tout simplement parce que nous faisons notre travail, que nous tenons nos promesses, et que pour l'instant, nous faisons de l'ombre à personne. Lorsque l'on vient vous voir, votre dialogue est radicalement différent de vos confrères. Vous dites préférer parler du fonctionnement d'un cabinet plutôt que de son rôle. Pourquoi ? Aujourd'hui, il vous suffit de taper syndic sur Internet pour trouver une multitude de cabinets ou d'agences qui vont vous expliquer ce qu'ils font en général et ce qu'ils peuvent vous apporter en particulier. Par contre, sur leur fonctionnement, rien. Cette absence d'information amène souvent toutes les caricatures et tous les a priori. Nous avons donc trouvé que c'était la moindre des politesses, voire des élégances, que d'expliquer à nos copropriétaires comment fonctionne un cabinet de syndic en général et le nôtre en particulier. Connaître le fonctionnement d'un gestionnaire, est-ce si important ? Oui, parce que du fonctionnement d'un cabinet découle directement la crédibilité des promesses qui vont vous être faites. Nous aimerions partir du principe que tout le monde est bienveillant et honnête, mais malheureusement, nous savons que dans la vie, ce n'est pas le cas. Si vous êtes affranchi un tant soit peu du fonctionnement d'un cabinet, vous pourrez tenter de distinguer le vrai du faux. Reconnaître les sociétés omnibulées par la rentabilité de celles dont ce n'est pas uniquement la principale préoccupation, et d'adapter vos attentes en fonction du cabinet sollicité, ou choisir, ce qui me semble plus logique, le cabinet en fonction de vos désirs. Je considère cette information comme étant les prémices de notre gestion ouverte et participative. La perte des repères, des réserves dans notre société touche tout le monde, y compris le monde des syndics. La déontologie, l'éthique sont trop souvent bafouées aux grandes dames des copropriétaires et de la presse qui en fait l'écho. Pensez-vous votre profession armée pour résoudre ce problème ? Aux grandes dames des copropriétaires et d'une grande partie des syndics eux-mêmes, cette question est depuis un moment au centre des préoccupations de notre métier.
Nos sociétés changent. On normalise le fait qu'il faut avancer masqué, plus d'égoïsme, moins d'empathie. On vit une drôle d'époque. À l'évidence, aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir raison, il faut aussi se donner les moyens d'avoir raison. La privatisation, entre guillemets, de la justice et son engorgement en est un exemple et contribue à créer de nouvelles pratiques dans ce métier. Si nous n'avons plus de garde-fous régaliens tels que sont les lois et l'assurance de leur application, si le copinage avec les lobbies au plus haut niveau de notre profession se fait au détriment d'une partie de ses propres membres, je crains que ce soit la porte ouverte au grand n'importe quoi, au risque d'être la fin programmée de la libéralité de notre métier. S'il est vrai que, déontologiquement, nous n'avons pas le droit, publiquement, de critiquer nommément un confrère, il n'en reste pas moins que nous pouvons porter un regard lucide et sans concession sur les aberrations de certains cabinets. Nous voyons parfois de tels agissements chez certains avec une telle constance et régularité que l'on ne peut que se demander s'ils n'ont pas été conçus dans le seul dessein d'exploiter à outrance leurs clients. Ça vous met en colère? Non, cela me navre. Leurs agissements, même s'ils restent marginaux, rejaillissent sur toute la profession. Nous ne devons pas perdre de vue que notre fonction doit être exemplaire. Il nous faut donc une commission d'éthique indépendante ou vraiment représentative avec de vrais pouvoirs coercitifs si nous voulons rester crédibles. Faute de quoi, lors des prochaines discussions avec la chancellerie, alors que nous sommes les principaux intéressés, nous n'aurons même pas droit à un strapontin. Pour abonder dans votre sens, ne pensez-vous pas que le manque de sanctions encourage certains abus et justifie la légitimité de certaines associations de défense de consommateurs, comme l'ARC par exemple? Et que pensez-vous de ce genre d'association? Est-ce que le manque de sanctions encourage certains abus? Réponse oui, claire et nette. Est-ce que l'ARC a besoin d'être légitimé? La question ne se pose même pas. Et d'ailleurs, qui oserait contester une quelconque légitimité à l'ARC? Cette association n'est pas là par hasard. Elle relaie une somme de comportements inhabituels dans notre métier. Vous savez, le monde des gestionnaires a changé, il a subi une mutation. Mais probablement la plus grande des métamorphoses consiste en le changement de ses mandataires. Nous avions à ces postes des hommes de culture, des hommes familiers des lois, passionnés par l'être humain. Ils sont devenus, il y a une vingtaine d'années, par un glissement que l'on peut comprendre, mais dont on ne peut pas se réjouir, des hommes d'argent. Au fond, ils sont passés du spirituel au profane, de la gestion de bons pères de famille au business. Ils sont devenus, pour certains, pratiquement que des techniciens du droit immobilier. C'est l'époque qui veut ça. Technicien du droit, c'est bien. Mais ce n'est pas tout à fait la représentation que je m'en faisais lorsque j'ai souhaité devenir syndic. Voilà. Et l'ARC dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, l'ARC, c'est des conseils pour les copropriétaires et l'étalage, entre guillemets, des mauvaises habitudes des gestionnaires, avec une propension à vouloir se placer en moralisateur de notre profession. Ce qui, dans l'absolu, est une absurdité. Car de tout temps et partout, l'opportunisme a toujours pris le pas sur le laxisme. On le voit en politique, on le voit en géopolitique, c'est vrai en économie, et surtout vrai dans le monde des affaires. Vouloir montrer du doigt les excès de notre société par le prisme de notre profession est intellectuellement malhonnête. Je peux reconnaître à l'ARC qu'elle diffuse des informations sur des agissements bien identifiés. Ça, c'est à mettre à son actif et j'en conviens. Mais, car il y a un mais. Et pour répondre à votre double question, oui, elle peut être utile pour les copropriétaires. Et paradoxalement, oui, je regrette non pas sa raison d'être, mais sa forme d'être. Je m'explique. Si les erreurs ou abus de certains de mes confrères sont portés à leur paroxysme
éditorialement parlant, quid de tout ce que notre profession fait d'utile et de constructif? Ça, l'ARC n'en parle jamais. Je peux le comprendre, fonds de commerce oblige, mais je ne peux que le regretter, car ce faisant, j'en viens à douter de sa réelle impartialité. En l'état aujourd'hui au niveau national, notre corporation a, semble-t-il, du mal à travailler de concert avec cette association pour faire évoluer la bulle immobilière. C'est un gâchis, c'est vraiment dommage. Quant à nous, à Bado Immobilier, et pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, on ne s'est jamais opposé à ce que nos copropriétaires adhèrent à l'ARC. Nous nous en remettons entièrement à leur décision. De mémoire, je pense qu'aucun ne l'ait jamais fait. Pourquoi avoir choisi de démarrer à zéro plutôt que de racheter un portefeuille? D'autant que l'on nous l'a proposé à l'époque par 3 fois de le faire. Bon, pour répondre à votre question, il est extrêmement difficile de changer de méthodologie de travail quand la gestion d'un portefeuille est en cours. Pour qu'un cabinet de syndic marche, il lui faut des copropriétés. On appelle cela le portefeuille client, c'est le terme. C'est le fonds de commerce en quelque sorte. Ce portefeuille, c'est ce qui va se transmettre lors d'un changement de syndic, d'une absorption ou d'une fusion. Quand vous reprenez un portefeuille, vous prenez le train en marche, en quelque sorte. La plupart du personnel des administrateurs de biens sont surbookés, accaparés à gérer les copropriétés avec leurs problèmes et leur lot quotidien d'imprévus, parce qu'il y en a. Si un nouveau gestionnaire veut infléchir sa gestion, l'amener vers d'autres horizons, il ne pourra le faire que par petites touches et étalé dans le temps. Il ne peut pas se permettre de déstabiliser son cabinet. Donc, pour résumer, lors d'un changement de syndic, le repreneur sera plus ou moins contraint de continuer dans la lignée de son prédécesseur? Oui, c'est cela. Par contre, si un syndic décide de créer son cabinet et son portefeuille de toutes pièces, ce qui a été le cas d'Abado Immobilier, alors s'ouvrent à lui tous les champs des possibles et toute liberté. Liberté dans le choix de sa gestion, liberté dans le choix de son matériel, logistique, informatique, liberté dans le choix de ses embauches, liberté dans sa stratégie commerciale et administrative. C'est ce qui s'est passé pour nous, la liberté de dégager, nous semble-t-il, une identité propre. Il y a pas mal de gens qui parlent de votre cabinet en ce moment. Vous deviez vous y attendre. Pour dire vrai, nous l'espérions, mais pas si tôt. Ce qui prouve que ce que nous avons mis en place correspond à un réel besoin. Nous avons été confortés dans notre démarche quand au bout d'un an d'existence environ, nous avons commencé à recevoir des candidatures spontanées de la part de gestionnaires et de comptables en activité et qui nous disaient tous à peu près la même chose. Nous vous approchons parce que nous avons entendu parler de votre ambiance et de votre méthode de travail. Là, nous nous sommes dit, si cela transpire dans le milieu professionnel, ça va bientôt arriver dans le domaine public, mais nous ne pensions pas si vite quand même. La gestion ouverte et participative, c'est quoi? C'est d'abord 2 ou 3 postulats qui sont les fondations d'Abado Immobilier, qui sont la somme des expériences que nous avons glanées dans les diverses agences où nous avons travaillé avant de créer notre cabinet. Nous pensons que c'est l'honnêteté des démarches qui développe les échanges vertueux. La transparence qui amène tranquillité et pérennité autant dans l'entreprise que chez nos partenaires. Et enfin, le travail qui amène la reconnaissance. Dans ces quelques mots, presque tout est dit. Gestion ouverte, la plus transparente possible, accessible et expliquée à l'ensemble des copropriétaires ou du moins ceux qui le veulent. Participative, nous essayons de responsabiliser le maximum de personnes, pas seulement les conseillers syndicaux. Pour caricaturer, nous pouvons dire que nos copropriétés, face aux décisions à prendre, sont dans une espèce de référendum permanent. C'est ce qui rend notre démarche si singulière et difficilement comparable à d'autres.
Vous nous avez parlé de la philosophie qui sous-tend votre gestion ouverte et participative. Mais concrètement, ça donne quoi? Quand nous prenons un immeuble, une résidence, systématiquement, nous effectuons une analyse générale, état des dettes et des créances, et analyse de charges. Les copropriétaires sont intéressés le plus souvent par le problème de charges. Sont-elles justifiées? Peut-on faire des économies? Par contre, très peu de conseillers syndicaux vont aller décortiquer et analyser l'état des dettes et des créances. À tort, car l'étude de cet état permet de comprendre d'abord comment la copropriété est gérée et si elle est bien gérée, ensuite de savoir si la situation financière est saine ou au contraire dégradée, et enfin de repérer certains dysfonctionnements, anciens ou récents, pouvant se traduire par un préjudice financier pour les copropriétaires. Mais ce n'est pas tout. Nous effectuons aussi un audit de charges. Il y a deux types de charges principales. Les charges contractuelles et les charges consommables. Dans les charges contractuelles, nous épluchons tout et le plus souvent nous trouvons de sacrées perles. Des contrats non renégociés depuis 10 voire 20 ans, des contrats obsolètes que la copropriété continue de payer, des contrats qu'il faut remettre aux normes, des contrats double emploi, bref, nous remettons de l'ordre. Nous décelons là aussi les gaspillages et les économies à faire. Dans les charges de consommables, électricité, fuel, gaz, eau, frais divers, grand entretien, petit entretien, etc., nous vérifions tout et remettons aussi de l'ordre. Voilà, notre première mission, une analyse générale. Deuxième mission, et pas des moindres, nous impliquons nos copropriétaires dans leur gestion, car ils ont un rôle à tenir et de première importance. Est-ce que les petites copropriétés peuvent elles aussi réaliser des économies? Que vous ayez une grosse ou une petite copropriété, si une analyse générale fait ressortir des économies à réaliser, des contrats à remettre aux normes, bien entendu, il faut que cela soit fait. La notion de grandeur au niveau de l'audit ne joue pas. Pour les petites copropriétés, nous adaptons nos tarifications, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, nos tarifs sont toujours personnalisés en fonction des caractéristiques de la copropriété et des choix formulés par les copropriétaires. 15% des copropriétés sont en difficulté. Vous arrive-t-il d'en prendre? Les copropriétés en très grande difficulté sont le plus souvent sous administration judiciaire, donc le problème ne se pose pas. Nous pourrons les reprendre ensuite. Pour les copropriétés en difficulté, oui, bien sûr, nous les prenons. Nous faisons comme les autres, nous auditons, analysons et passons avec elles un pacte de principe. OK, pour que tout le monde soit dans l'effort, nous y compris, mais concession zéro. Ensuite, il y a des tas de solutions qui s'offrent à nous, entre autres les plans pluriannuels. Autrement dit, un échéancier sur plusieurs années et la mise en place d'un fonds de prévoyance. Aujourd'hui, cela reste une des meilleures méthodes et la plus efficace que nous ayons. Vos méthodes demandent beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de temps. C'est vrai, mais nous avons la chance de les avoir pensées dès la création de notre société et de nous être organisés en fonction de cela. J'entends souvent des confrères parler de revenir aux fondamentaux du métier. C'est bien joli, mais il ne suffit pas de le dire, il faut pouvoir le faire. Vous n'aimez pas que l'on utilise le mot client quand on parle de vos copropriétaires. Pourquoi? Parce qu'il souligne un lien économique qui existe certes, mais il ne souligne que cela. Or c'est tout autre chose. Dans notre métier, il ne faut pas oublier la relation humaine qui doit rester prépondérante. Voilà pourquoi, dans notre système de gestion, le copropriétaire a la place centrale. Vous savez, ce métier, ma femme et moi, nous l'adorons et il nous passionne. Car la vertu cardinale de notre profession, quand on respecte le désir des copropriétaires, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, c'est le bon sens. Ce sont des gens qui ne sont pas des juristes. Ils n'ont pas fait d'études particulières dans le droit immobilier. Ce ne sont pas des gestionnaires, en tout cas peu d'entre eux. Ce sont des gens qui, pour la majorité, sont imprégnés de la volonté de bien faire les choses. Et au fond,
Pour les gestionnaires que nous sommes, c'est un terreau extraordinaire et trop souvent oublié. Vous nous faites l'apologie du copropriétaire? Non, ils ont aussi leurs travers. Lesquels? Certains peuvent être versatiles, ingrats, brûler ce qu'ils ont adoré la veille. Certains sont d'éternels insatisfaits, quoi que vous fassiez. Ils veulent tout immédiatement, etc., etc. Bref, comme vous le voyez, le copropriétaire modèle n'existe pas. Tout comme le syndic d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des comportements que vous n'aimez pas chez vos confrères? Ah, la question qui fâche. Le manque de remise en cause, le corporatisme à outrance, ou sa caricature qui consiste à déshabiller Paul pour habiller Jacques, ceux qui, quoi qu'ils fassent, sont dans une espèce de gestion du temps au sens comptable. On sait que le temps est un luxe, mais là c'est insupportable. Ceux qui plotent d'une manière inouïe les conseils de gestion qu'ils dirigent. Ceux qui sont portés par des frissons narcissiques qui les dépassent et qui agissent masqués, en pensant pouvoir tout se permettre. Oui, tout cela me gêne infiniment. On dit de vous qu'il vous arrive de refuser des copropriétés. Est-ce vrai? Si nous devions résumer la gestion d'Abado Immobilier en une phrase, ce serait celle-ci. Une gestion à l'ancienne, de bons pères de famille, avec des moyens modernes, voire avant-gardistes. C'est notre parti pris, c'est ce que nous aimons faire et c'est ce que nous voulons faire. Alors pour répondre à votre question, oui, cela nous arrive, mais ce n'est pas la copropriété que nous refusons, c'est l'attitude des copropriétaires. Si vous me le permettez, cela mérite 2 mots d'explication. En copropriété, il ne suffit pas d'avoir raison pour faire évoluer les choses. Chacun a pu remarquer que les raisonnements rationnels permettent rarement de faire changer la vie des gens. Certains, ne se sentant pas concernés, vont tenter de minimiser les problèmes, d'autres ne vont pas suivre, pour un tas de bonnes et de moins bonnes raisons. Ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte, nous le savons, et nous les prenons en compte. Cela étant dit, nous ne sommes pas de doux rêveurs, ni des perdreaux de l'année. Nous sommes parfaitement avertis de ce qui se passe dans les copropriétés. Vous ne pouvez pas venir nous voir, nous dire « je ne suis pas satisfait de la gestion d'un tel ou d'un tel », prenez le relais, mais surtout ne changez rien. Ce n'est pas sérieux. Surtout quand la gestion comporte des années d'incohérence et de laisser-aller. Dans 99% des dossiers, 99%, les fautes incombent aux gestionnaires comme aux copropriétaires. Le gestionnaire, parce qu'il en a trop fait ou pas assez, et les copropriétaires, parce qu'ils ont laissé faire. Avec l'excuse, peut-être, que s'ils n'ont rien fait, ce n'est pas tant qu'ils n'étaient pas au courant, mais qu'ils ne savaient pas comment faire ou qu'ils se sentaient peut-être un peu seuls. Il n'en demeure pas moins qu'il va nous appartenir de cerner le problème et de le résoudre. Les gens qui nous sollicitent ne cherchent pas uniquement les tarifs les plus bas. En règle générale, ils en sont revenus du miroir aux alouettes. Les nôtres, nos tarifs, sont dans la moyenne. Ce qu'ils viennent chercher, c'est de la considération et du respect, aussi fou que cela puisse paraître. Autrement dit, qu'on arrête de les prendre pour des truffes. Mais cela étant dit, s'ils ne sont pas capables de faire la part des choses entre ce que nous proposons et ce qu'ils ont déjà vécu, alors qu'ils passent leur chemin et qu'ils aillent se faire gérer ailleurs. Nous reprenons parfois des dossiers avec un tel passif que l'on est obligé de siffler la fin de la récréation, comme des gamins. Tout le monde dans le rang, le syndic comme les copropriétaires, et on se tient. Objectif, remettre sur pied la copropriété. Alors, désolé, mes paroles peuvent paraître abruptes, et elles le sont sûrement,
Mais il faut bien comprendre que si nous sommes rétribués pour gérer une copropriété, rien ne dit de notre contrat que nous devons supporter les excès d'incapacité dont nous ne sommes en rien responsables. Et les humeurs des copropriétaires, aussi légitimes soient-elles. Assurément, il y en a, c'est une communauté d'hommes, mais cela ne doit pas prendre une place prépondérante dans notre gestion. C'est tout. Votre réputation n'est pas usurpée. Vous êtes cash. Je suis carré, je dis ce que je pense, et j'essaye de faire ce que je dis, et bon, ce n'est pas toujours facile. Philippe Albou, est-ce que le devoir et la compétence obligent? Ça serait une totale immodestie que de répondre à cette question. Honnête, oui, c'est sûr. Compétent, c'est pas à moi de le dire. Quelles sont les qualités, selon vous, qu'un syndic doit avoir? Là encore, je dirais la ferveur, la générosité, l'humanisme, et dans une moindre mesure, l'amour de l'ordre. C'est un métier que l'on dit difficile et ingrat. Pourquoi l'avoir choisi? Alors, tout dépend de comment on l'exerce. Moi, à 35 ans, ça m'est apparu comme une évidence. Et je reprends volontiers le mot de Maître Bonan en faisant un parallèle avec notre profession. Je crois que la profession de syndic est une profession pure. Je veux dire que le rapport de causalité entre le don, le travail et la réussite est un rapport de causalité presque direct. Je le dis autrement. Je ne connais pas de syndic qui ait fait une carrière dont on se demande à la suite de quel malentendu il est fait. Et inversement, je ne connais pas de talent et d'énergie qui ne soient pas d'une manière ou d'une autre reconnus. Il y a dans ce métier peu de malentendus. Les reconnaissances de la profession ont une raison, les obscurités ont leur logique. Est-ce que ce métier vous laisse la possibilité de vous intéresser aux autres branches de l'immobilier? En vérité, non. J'ai toujours les soucis des copropriétés en tête et ça sclérose un peu. C'est une profession, quand on veut bien la faire, qui vous bouffe. Mais de l'autre côté, c'est tellement passionnant. On dit que la passion annihile la raison. Moi, j'ai l'impression qu'elle me transcende. C'est une drogue? Je n'irai pas jusque-là. Être élu, voire désiré, n'est-ce pas ça aussi la réalité du syndic? Une quête permanente de séduction, de reconnaissance? Pour certains peut-être, pour moi, c'est une étape obligée pour ma future gestion. Mais je peux concevoir que l'on ne s'expose pas publiquement par hasard, que l'on ait besoin d'une forme de reconnaissance. C'est très égotique, très narcissique, tout ça. On peut être dans l'addiction. Les AG peuvent être tellement violentes, tellement porteuses de contradictions et de controverses. C'est une montée d'adrénaline, ça force au dépassement de soi. Et c'est ce que certains aiment d'ailleurs. Pas vous? Pas forcément. Vous avez parlé de remise en cause. Chez vous, cela se traduit comment? C'est de l'ordre de l'introspection. Quand l'échec est au rendez-vous, c'est douloureux. Ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai mal fait, ce que j'aurais dû faire. De façon assez injuste, les bons résultats sont valorisants, mais bien plus éphémères que les mauvais. Avant d'être syndic, vous étiez dans le bâtiment. La maîtrise d'œuvre, je crois. Oui. Est-ce que l'expérience de l'entrepreneuriat du bâtiment peut enrichir une manière d'exercer? Oui, cela permet d'aborder avec objectivité les problématiques des entreprises du bâtiment. Mais ce qui est fondamental et indissociable au métier de syndic, en dehors de la gestion, c'est la connaissance du bâtiment, des techniques, des matériaux et leur mise en œuvre, et le tissu artisanal de la région. Cette expérience ne s'apprend pas dans les livres, mais sur le tas. En plus, l'obsolescence programmée des matériaux, mise en place dans les années 70, commence à poser problème et nous contraint quelquefois à envisager des travaux de rénovation
dont on se serait bien passé. Y déroger pouvant contribuer à l'explosion des primes d'assurance, par exemple. Plus de 20 ans au contact journalier du monde artisanal m'ont permis d'assurer une solide expérience. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, gérer, c'est prévoir. Et prévoir, c'est connaître. Tout est lié. Question dont vous ne pourrez pas échapper. En dehors de votre méthode de gestion déjà abordée, avez-vous d'autres atouts et lesquels? Le premier, vous l'avez rappelé, c'est notre gestion. Le second, et pas du moindre, c'est notre polyvalence. Par exemple, Marie, ma femme, syndic elle aussi, a de solides bases de comptabilité. Ce que devraient avoir tous les syndics comme tous les gestionnaires de copropriété. Elle est capable de vous éplucher un bilan à un temps record et vous dire là ça va, là ça va pas. C'est un atout considérable, considérable. Solide base comptable, doublée d'une solide base juridique, qui en fait, dans un autre domaine que le mien, mon alter ego, si ce n'est plus. Pensez-vous désormais influer au sein de votre profession pour que votre type de gestion soit plus largement reconnu? Je ne sais pas si on a une influence. En tous les cas, on a une tribune. Et quand on a des choses à dire sur le fonctionnement de notre profession, des codes, du métier, j'estime que de ne pas l'utiliser serait une erreur. Et pour être tout à fait honnête, il y a aussi une contingence publicitaire qui ne nous échappe pas, bien évidemment. Mais il ne doit pas y avoir que cela. Notre reconnaissance vient essentiellement de nos copropriétaires, qui sont nos meilleurs promoteurs quand ils communiquent à d'autres leur satisfaction. Peut-on dire de vous que vous êtes aujourd'hui un syndic heureux? En exerçant ce métier comme je le fais, oui, pleinement heureux. Quel est le plus beau compliment que l'on puisse vous faire? J'aurais aimé vous connaître avant. Philippe Albou, je vous remercie. C'est moi.